Bonjour, bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Bienvenue sur Teler TV. Je suis Dr Clément Ikapi, présentateur habituel de Merci Docteur, notre hebdomadaire de santé. Bienvenue et merci à nos internautes. Notre émission de ce soir est une émission spéciale parce que nous recevons un des pionniers de la médecine moderne au Congo-Brazzaville, un poids lourd de la chirurgie au Congo, ce soldat au grand cœur a un passé élogieux, a passé toute sa vie professionnelle pour enseigner, soigner, rassurer et susciter des vocations à ses patients, à ses étudiants et donc à son pays. Il a plusieurs autres casquettes qu'il va peut-être lui-même vous dévoiler. C'est le médecin général Anselme Makumbu Kuka, ancien chef de service de chirurgie de l'hôpital central des armées à Brazzaville, ancien directeur de l'hôpital central des armées, ancien chef des services de santé de l'armée, agrégé de médecine. Professeur et cher maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation sans hésiter. La première question, c'est comment allez-vous, monsieur? Écoute, pour un monsieur qui vient de fêter ses 80 ans, je ne me plains pas trop. Avez-vous, monsieur, quelque chose à ajouter sur ce que je viens de dire de vous? Non, je pense que la présentation succincte, elle est tout à fait correcte, à part qu'il faut dire que c'est vrai que je suis un médecin militaire. Je suis médecin général de la 2e section, c'est-à-dire que je ne suis plus en service actif, mais je ne suis pas non plus à la retraite. C'est une situation qui est tout à fait particulière aux généraux de notre pays. Ensuite, il faut rappeler que je suis un ancien élève du corps du service de santé des armées de Bordeaux et que je suis professeur aussi du service de santé de l'armée en France. Donc, j'ai fait toutes mes études en France, aussi bien des études de base de médecine que de chirurgie et que d'agrégation de chirurgie. Alors, professeur, vous êtes connu habituellement comme une personnalité habituellement discrète et peu bavarde. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation? Je pense que de temps en temps, il faut quand même se faire connaître. Discret, c'est vrai, je le suis devenu à partir de mes 70 ans. Mais il y a une chose que je ne vous ai peut-être pas dite et que je voudrais vous rappeler. J'ai quand même, après avoir quitté l'armée active en 2000, pendant 10 ans, j'ai fait de la politique publique. J'ai été candidat aux élections présidentielles en 2002, je crois, et puis aux élections législatives. Et donc, je me suis quand même fait connaître sur ce plan-là en étant membre d'une formation politique de l'opposition et que pendant 10 ans, j'étais dans la politique active. J'ai arrêté quand j'ai eu mes 70 ans, estimant qu'à partir de cet âge-là, il fallait laisser la place aux jeunes. D'accord. Vous êtes donc militaire, hein, on l'a tous compris, un officier de haut rang et médecin, ancien chef de service des services des armées, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, nous dire un peu comment est organisé ce service de santé de notre armée? En fait, c'est tout à fait simple. On l'appelle Direction centrale du service de santé des forces armées congolaises. Et c'est une direction qui dépend de la logistique des forces armées congolaises, sa mission étant de soutenir les forces sur le plan sanitaire. Et c'est un service qui gère un hôpital central des armées à Brazzaville, un hôpital régional des armées à Pointe-Noire et à Dolisie, une clinique chirurgicale des armées à Pointe-Noire et des infirmiers de garnison dans chaque zone de défense de notre pays. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation particulière avec le ministère de la Santé publique et de la population. Non, ça veut dire simplement, il faut reconnaître qu'enfin, ça il faut le préciser, les structures sanitaires de l'armée sont ouvertes à la population civile. Vous allez, on a des statistiques faites à l'hôpital central des armées, par exemple, sur 10 hospitalisés, vous avez à peu près peut-être 3 ou 4 militaires. Le reste sont des civils, soit des parents de militaires,
soit des personnes civiles qui font confiance aux médecins militaires. Et d'autre part, quand le service de santé de l'État a besoin d'un spécialiste, il fait appel à l'armée et un médecin militaire ou un pharmacien militaire, c'est d'avoir un Congolais qui est à la disposition de la République du Congo. C'est pour ça que vous trouverez dans le service de santé public des médecins et des pharmaciens militaires. Très bien. Alors, pour revenir au service de santé des armées, je pense qu'on sera curieux de savoir quels sont, à votre niveau, en tant que directeur de ce service, quelles sont les innovations que vous avez apportées, quelles sont celles qui ont abouti et celles que vous n'avez pas pu faire aboutir. Mais vous savez, la gestion d'une structure, son organisation, c'est une continuité dans l'effort d'abord fait par les prédécesseurs, en particulier le médecin-colonel Missonza et Bemba, qui sont hélas décédés, et par celui qui m'a suivi, le médecin général Pascal Ibata. Moi, à titre personnel, je veux dire que bon, j'ai restructuré, j'ai continué dans ce qu'avaient fait mes prédécesseurs. C'est moi qui ai donné le nom de l'hôpital central des armées à l'hôpital de Brazzaville, en estimant que Brazzaville étant le centre du pays, son hôpital peut être central, et vous avez des hôpitaux régionaux à Dolisie ou à Pointe-Noire. Et c'est moi aussi qui ai donné le nom actuel de l'hôpital central des armées, Pierre Mobengo. À titre personnel, j'ai donc donné le nom de l'hôpital militaire en le transformant en hôpital central. Je lui ai donné le nom fait donner, parce que ce n'est pas moi qui donne. J'ai fait des propositions au président de la République qui a sorti un décret pour nommer cet hôpital, hôpital central des armées, Pierre Mobengo. Pierre Mobengo est un médecin-colonel décédé il y a quelques années, qui était chirurgien. Il était comme moi, ancien élève de santé navale à Porto, et qui est décédé très, très jeune. Et je pensais qu'il fallait donner son nom à cet hôpital, comme il est des traditions d'ailleurs dans les hôpitaux militaires français. Vous avez entendu parler du Val-de-Grâce, de Genève, de l'Aveyron à Marseille. Et donc, j'ai donné ce nom à cet hôpital. Et ensuite, j'ai initié un certain nombre de procédures, permettre aux médecins militaires d'aller en formation de spécialisation en France, au Maroc, en Algérie. J'ai donc essayé d'impulser cette dynamique de formation des personnels médicaux, mais aussi des personnels paramédicaux. On a donc pu former des sages-femmes en Algérie, des laborantins ou des laborantines au Maroc, en France. Donc, mais c'est un travail qui ne s'arrête pas. La restructuration d'un service ne s'arrête pas. Et mon successeur est sur un projet, s'il aboutit, j'espère qu'il va aboutir dans les meilleurs délais, c'est la construction à Brazzaville de ce qu'on appelle l'hôpital d'instruction des armées qui est en chantier à Brazzaville et que mon successeur a initié. Alors, vous êtes non seulement militaire, non seulement médecin, vous venez de parler de la formation. Pour continuer dans la formation, il y a quand même un petit regret au niveau des étudiants que vous avez encadrés. Les gens en parlent souvent. Comment expliquez-vous qu'au niveau de l'armée, alors qu'il y a des éminents médecins, on ne trouve pas beaucoup d'agrégés? Quels sont vos rapports avec le CAMES? Est-ce qu'il faut venir en France pour venir préparer l'agrégation? Et pourquoi l'armée n'en envoie pas suffisamment pour qu'on ait aussi des agrégés dans notre armée? D'abord, il faudrait quand même que je précise qu'à l'ouverture de l'INSA, en 1975, j'ai été parmi les premiers enseignants de cet institut de médecine, l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'époque, qui est devenu la faculté de médecine. Nous étions plus nombreux que les civils sur le plan de l'enseignement. Malheureusement, on a l'impression que les autorités académiques n'aiment pas voir les militaires dans leur rang, ce qui m'a obligé, moi, à aller préparer le concours d'agrégation du service de santé de l'armée française à Marseille. Quant au CAMES, il n'y a que dans notre pays où la situation n'évolue pas, dans des pays comme le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Vous avez des agrégés militaires
qui ont fait le CAMES. Et si j'ai bonne mémoire, au Sénégal, il y a un titulaire de chaire qui est militaire, qui est médecin militaire. Alors, au Congo, je ne sais pas. Quand j'y étais en fonction, j'en ai discuté avec les différents ministres qui ont essayé d'en parler à leurs collègues de l'enseignement supérieur, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de solution. Et comme vous le disiez tout à l'heure vous-même, nous avons des médecins militaires de très haut niveau qui font de très, très bonnes choses et qui n'ont rien envié à leurs collègues, à leurs confrères civils. Et le problème, c'est qu'on a l'impression, enfin, c'est mon point de vue personnel, on a l'impression que les autorités académiques congolaises ne voudraient pas voir des militaires dans leur rang, et je ne sais pas pourquoi. Alors que les militaires ont été à la base de l'ouverture de l'Institut supérieur de sciences. Moi-même, en tout cas, j'ai été chef de département à l'INSA pendant au moins 5 ans, les 5 premières années de l'INSA, avant que j'aille préparer le concours d'agrégation. Donc, il faudrait peut-être poser cette question aux autorités académiques congolaises, pourquoi ils ont fermé la porte du CAMES aux médecins militaires. Alors, à propos des relations, effectivement, avec les collègues, tout à l'heure, vous avez parlé du professeur, du docteur Pierre Mobengo, paix à son âme, qui a donné son nom à l'hôpital central des armées actuellement. Mais je ne vais pas me faire l'économie de la question que je voulais poser, je la pose quand même. J'imagine la réponse, puisque vous avez dit que c'est vous qui avez proposé le nom de Pierre Mobengo à l'hôpital, mais je vous pose quand même la question, au cours de votre parcours professionnel, quelles ont été vos relations avec vos anciens collègues, j'allais dire militaires, civils, ceux qui sont encore vivants et même ceux qui nous ont quittés. Je parle de Koukabemba, Durand Abel Missonsa, de Pierre Mobengo, Jean Tati, Raoul Massengo, il y en a d'autres que j'oublie, qui m'en excusent, professeur Bouramoué, professeur Itwangaporo. Quels ont été vos rapports, professeur Senga, professeur Nzingula et Mayanda? Oui, certains ont été mes collègues de Santé Nabab, Missonsa, Bemba, Mobengo. Donc, les rapports ont été tout à fait courtois et confraternels. Quant aux collègues civils, aux confrères civils, j'ai vraiment travaillé avec eux en toute collaboration. Et je peux même vous dire qu'à certaines époques, quand j'étais chef de service de chirurgie dans les premières années de mon arrivée à Brazzaville, le docteur Tati ou Kabemba, quand je m'absentais, je leur confiais mon service de chirurgie de l'hôpital militaire pendant le temps que j'étais absent de Brazzaville. Et j'ai pris, dans mes premières années à Brazzaville, des gardes à l'hôpital général de Brazzaville. On a opéré avec Tati, avec un certain nombre de collègues civils. Et le professeur Massengo, j'ai été avec lui sous sa responsabilité un des premiers enseignants du CES de chirurgie à Brazzaville. Donc, de ce côté, entre les médecins civils et militaires, il n'y a jamais eu de problème. Pas d'antagonisme. Nous sommes des confrères, travaillons pour le même pays, pour les mêmes malades. Il n'y a pas de problème. Moi, il m'est arrivé, quand j'avais un petit problème technique, de faire venir à l'hôpital militaire, à mon bloc opératoire, un chirurgien ou un accoucheur civil de l'hôpital général qui venait avec beaucoup de facilité, sans problème. Le professeur Sengan, Zingula et Mayanda, on a été étudiants à la même époque, nous à Bordeaux et à Tours. Et on se retrouve en plus des personnes comme le professeur Senga. On a fait l'école primaire ensemble à Bakongo, on a fait le lycée ensemble. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai des rapports tout à fait confraternels, même fraternels. Alors, professeur, je voulais revenir un peu en matière de santé, de prise en charge de santé au Congo. La population générale a l'impression qu'il est plutôt plus facile d'être pris en charge ou mieux d'être militaire. Quand on est militaire, on est mieux pris en charge que quand on est civil. En d'autres termes, comme les militaires ont leur hôpital, c'est plus facile pour eux d'être pris en charge parce que
évidemment, quand on fait le tour, hein, les militaires ne se plaignent pas trop du système de santé. Par contre, les civils, c'est un vrai parcours de combattant pour parler militairement, pour avoir un rendez-vous, pour avoir un soin, avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Disons que le militaire a un avantage sur le civil. Il y a un texte qui dit que l'armée prend en charge le militaire et sa famille, même quand celui-ci est retraité. Évidemment, cette prise en charge tient compte d'équipements de l'hôpital ou de l'infirmerie où se présente le malade. Quand, par exemple, la radio est en panne à l'hôpital central, bon, ça pose problème. Mais il a droit à une radio gratuite, des examens de radio, de laboratoire gratuits, une consultation gratuite pour lui et sa famille. Ça, c'est un point positif. Par contre, évidemment, pour le civil, c'est tout à fait un problème. Mais c'est en fait parce que tout ça, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé pourquoi? Nous, quand on est venu en 68 pour le stage interné à l'hôpital général, le fonctionnaire était pris en charge dans ce qu'on appelait les services de médecine ou de chirurgie 1, 2, 3. Et puis, il y avait la médecine 4 ou la chirurgie 4 pour les indigents. Ça veut dire quoi? Que le fonctionnaire était pris en charge par l'administration. Il payait 25% des charges hospitalières et il était retenu à 25% sur son salaire pour ces mêmes charges. Tandis que le civil était pris en charge par, je pense, c'est la municipalité à l'époque de Brazzaville. Donc, c'était une sorte d'assurance maladie, si vous voulez. Et la question que vous posez me permet donc d'anticiper un petit peu sur une question que vous alliez peut-être me poser sur la mise en place d'une sécurité maladie au Congo. Et ça, c'est important. C'est un problème que les pouvoirs publics débattent depuis des années. Je crois que ces derniers temps, c'est revenu encore d'actualité. Et je pense que c'est la solution pour que la population générale soit prise en compte de façon efficace sur le plan sanitaire. Parce que j'ai toujours pensé, et je continue de le penser, que l'État tout seul ne peut pas prendre en charge toutes les dépenses de santé. Il faut mutualiser les ressources financières. Il faut que le citoyen, quel qu'il soit, puisse participer d'une façon ou d'une autre aux dépenses de santé. Et des pays comme le Rwanda ou le Ghana l'ont réussi très bien. J'ai été étonné lors d'un séjour à Kigali de discuter avec un jeune taximan qui m'avait dit à moi, monsieur, quand je suis malade, je vais au laboratoire ou à l'hôpital, je montre ma carte d'assurance maladie, ma carte de mutuelle et je suis pris en compte à 100%. Nous sommes à Kigali, il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que le Congo peut faire la même chose. Ce n'est pas un problème insoluble. Mais il faut de la bonne volonté, il faut de la volonté politique pour arriver à résoudre. Non, mais professeur, oui, vous êtes, c'est ce que le souhait de tout citoyen congolais actuellement, mais ça fait quand même 60 ans que nous gérons ce pays. Comment se fait-il que d'autres pays l'ont réussi et nous n'arrivons toujours pas jusqu'aujourd'hui à réussir comme les autres? Y a-t-il des freins? Qu'est-ce que, à votre avis, quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement on y arrive? Vous avez des solutions, ce n'est pas à vous de les mettre en route, mais est-ce que vous avez des propositions à cet état de choses? Les propositions sont celles dont je viens de vous parler, c'est de prendre l'exemple sur des pays comme le Rwanda ou le Ghana, qui ne sont pas loin de chez nous. Le Rwanda, en particulier, il y a 3 heures de Brazzaville. Donc, et on a des bonnes relations politiques avec ce pays. On peut aller voir comment ils ont fait pour y arriver. En tout cas, il y a longtemps que ça marche. Et la couverture au Rwanda et au Ghana est à 90% de la population. C'est énorme et c'est faisable. Maintenant, pourquoi on ne l'a pas fait, ça, je ne peux pas vous dire. Mais d'après les dernières informations qu'on a, qui circulent au Congo, les pouvoirs politiques sont en train de s'en préoccuper. Et comme je dis souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si dans les quelques années qui arrivent, dans 2 ou 3 ans, ça peut être mis en place, je pense que ce serait une bonne chose.
Alors, ce problème de sécurité sociale fait partie, à mon sens, d'un tout. C'est le système de santé en général, parce que la sécurité sociale elle-même ne va pas brutalement régler les problèmes d'accès aux soins au Congo-Brazzaville, problèmes de transport. Dernièrement, nous avions une émission sur les urgences. Vous êtes orthopédiste, traumatologue vous-même. Vous voyez comment ça se passe. Hein. Nous avons maintenant, nous commençons à avoir des grandes routes nationales. Alors, malheureusement, il y a des accidents. Et vous voyez comment ces gens sont pris en charge, comment les gens, de bonne foi, hein, ils viennent de bonne foi en voulant aider, comment ils compliquent certaines situations, le simple ramassage de personnes, donc 60 ans après les indépendances, aucune organisation préhospitalière, pas de SAMU, pas de... Bon, je ne pense pas que la sécurité sociale va régler tout ça. Peut-être qu'il y a des efforts à faire à ce niveau aussi, pour tout citoyen, pas que pour... Oui, non. mais je pense qu'il y a une chose à dire, c'est que organiser le ramassage des blessés, des accidentés, etc., ça, c'est du domaine de l'État. Il faut que l'État mette en place un système comme ça existe ici. Effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai, parce que souvent, au cours d'un accident de la route, les personnes pensent rendre service aux blessés en se précipitant, en le ramassant comme, je dis d'habitude, comme un sac de foufou, alors qu'il y a des conditions pour relever, pour conditionner un blessé ou un accidenté. C'est vrai. Mais là aussi, et ça me permet de vous attaquer, vous, de la diaspora, vous pourrez peut-être aussi venir proposer aux autorités médicales congolaises comment on peut organiser un service de SAMU dans nos pays, dans nos villes. C'est aussi une part, parce que bon, c'est bien de critiquer, c'est bien de dire que ça, mais vous faites quoi? Je vous pose la question. Vous, de la diaspora, vous êtes réanimateur. J'ai quelques-uns de mes anciens étudiants sont des urgentistes. Qu'est-ce que vous faites? Venez proposer. Je pense que si vous arrivez, vous proposer un schéma des urgences, de la prise en charge des blessés, des accidentés, même des malades tout court. Hein. Bon, il y a un petit esquisse des pompiers de Brazzaville commencent à bouger un peu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une vraie organisation. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous qui êtes réanimateur, vous savez comment c'est organisé en France. Mais c'est une grosse machine. Mais c'est une machine qui n'est pas gérée par le service de santé d'un pays. C'est un problème qui est géré au niveau de la République. Exactement. En tout cas, professeur, vous pouvez considérer que pour ce qui est de la diaspora, votre coup de gueule a été entendu. On va essayer, peut-être qu'il y en a qui essayent déjà, hein, mais bon, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais on continuera, c'est notre pays. Nous allons, nous aussi, nous allons essayer de nous y mettre pour aider le pays à sortir tant soit peu de cette situation. Mais parlons de la formation, professeur. Il y a des cris que nous entendons de là où nous sommes qui parlent d'une réelle baisse de la formation au niveau de la faculté de médecine, faculté dans laquelle vous avez été l'un des premiers enseignants. Il semble que le niveau de formation est un peu bas actuellement. Est-ce que vous avez entendu ce genre de propos? Est-ce que sur le terrain, même si ça fait 20 ans, comme vous dites que vous n'êtes, est-ce que sur le terrain, vous pensez que ça se voit ou pas? J'avoue que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre de façon objective. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai arrêté d'enseigner en 2000. Nous sommes en 2021, donc vous voyez le temps qui s'est passé depuis. Bon, et comme je ne fréquente pas les hôpitaux civils, je ne sais pas si la qualité des services n'est pas bonne. Moi, je suis militaire. Quand je suis malade ou quand un de mes parents est malade, direction hôpital central. Et là-bas, comme je vous ai dit, nous avons des médecins de très grande qualité. Maintenant, juger est-ce que le niveau a baissé? Bon, il y a radio-trottoir, mais moi, je ne peux pas me fier à radio-trottoir. Je
crois qu'il faut… Ben, oui, c'est effectivement, c'est pour ça que je voulais que les informations que nous avons eues ne soient pas celles de la radio Tourtois, quoi. Voilà pourquoi j'ai voulu que vous nous donniez votre impression, si tel est le cas. Non, comme je vous dis, moi, je fréquente très peu les hôpitaux civils, mais ce qui est dont on parle et que je peux peut-être prendre à mon compte, c'est que le concours n'est plus aussi sélectif qu'il l'était en votre temps. Parce qu'en votre temps, on prenait les meilleurs. Mhm. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, mais en tout cas, les promotions que moi j'ai enseignées, d'ailleurs, la plupart ont fait des carrières très, très brillantes, hein, aussi bien sur le plan local, à l'agrégation, ou bien à l'extérieur, en France en particulier, où beaucoup d'entre vous occupent des postes importants, soit de chef de service, soit d'adjoint de certains services. Bon, maintenant, est-ce que la formation qui est donnée là-bas en ce moment, elle est moins bonne qu'à votre époque? Ça, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Alors, pour parler d'un problème actuel, parce qu'on ne peut pas terminer sans en parler, il y a plusieurs des responsables congolais et même africains, hein, des responsables de haut rang, qui, pour la plupart, sont venus mourir en France ou en Europe, disons-le, de Covid. Je ne sais pas, vous qui veniez du Congo-Brazzaville, est-ce que vous avez l'impression que la prise en charge générale du Covid, c'est-à-dire est-ce que la task force Covid au Congo fait bien son travail ou alors encore des ragots? Bon, il faut dire qu'au début, ça flottait un peu. Hein, il manquait des équipements, il manquait de l'oxygène, il manquait des respirateurs, etc. Bon, mais depuis quelque temps, tout ça a été un petit peu corrigé. Maintenant, la mortalité du Covid, moi je ne suis pas clinicien, mais vous qui êtes réanimateur, vous savez que même en Europe, elle n'est pas négative, elle est à 2%, 5%. Au début, elle était des pays comme les États-Unis, le Brésil, ont eu des grosses catastrophes. Donc, bon, au Congo, c'est vrai qu'il y a un problème avec le Covid, mais c'est plutôt un problème de l'acceptation du vaccin. Le Congolais, je ne sais pas pourquoi, a peur du vaccin. Et c'est vrai aussi que, bon, on dit, mais telle personne a été vaccinée, elle est quand même décédée. C'est vrai. Mais est-ce que la chaîne de froid de ce vaccin a été respectée? Et tout le monde sait, vous le savez comme moi, que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Le plus efficace, qui est le Pfizer, je crois qu'il est à 90%. Donc, si vous êtes dans les 10% restants, eh bien, vous pouvez mourir. Donc, c'est vrai que c'est un réel problème. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans le Covid au Congo, c'est qu'on a mis beaucoup de moyens, alors qu'il y a des pathologies, le palu, par exemple, qui tue, l'hypertension qui tue, le diabète qui tue, et on en parle moins. Parce que si vous faites, à l'heure actuelle, je crois que le Congo, sur le plan des décès, n'a pas dépassé 500 décès. Mais comptez le nombre de gens qui sont morts d'hypertension artérielle, qui sont morts de palu, qui sont morts d'un diabète mal équilibré, etc. Ça dépasse largement le nombre de décès du palu. Donc, il faut, moi, je ne sais pas. C'est un peu comme au début, quand on parlait du VIH, on avait mis beaucoup de moyens. Je me souviens d'un débat qu'on avait eu à Brazzaville au début de la pandémie du VIH. Je crois que c'est le défunt professeur Yala qui avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on mettait beaucoup d'argent dans le VIH alors qu'on en mettait moins dans la lutte contre le palu. Vous voyez, c'est un peu le même problème, la même problématique. Je parle de notre pays, hein. Exactement, oui. Covid dans notre pays, et je ne sais pas. Bon, ben écoutez, on ne va pas commenter ça puisqu'on n'est pas sur le terrain. Nous sommes un peu pris par le temps. Professeur, au cours de votre longue carrière, je voulais savoir quelles sont vos satisfactions. Quelles ont été vos satisfactions et aussi vos regrets? Ouais. Je vais vous dire tout de suite que je n'ai pas de regrets. Je crois avoir fait le bon choix d'être rentré travailler au cours. Je n'ai pas de regrets. Évidemment, de temps en temps, je pousse une gueulante parce que pendant la guerre de 98, ma maison a été détruite, ma bibliothèque médicale brûlée, mes véhicules pillés, tout ça. Bon, mais comme j'ai survécu à cette épreuve, je n'ai pas de regrets.
Par contre, j'ai eu beaucoup de satisfaction. D'abord, puisque vous m'avez rappelé que vous avez été parmi un de mes étudiants, j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont devenus des grands médecins et qui ont pour moi beaucoup de considération, beaucoup de respect. Quand je suis ici, quand j'ai besoin d'un rendez-vous chez un spécialiste, j'appelle un de mes anciens étudiants. Il dit, ah, monsieur, bon, vous avez besoin de voir quoi, un dermato ou un dentiste? Je m'arrange. Une semaine après, il m'appelle, ah, vous êtes attendu tel jour. Alors que les rendez-vous ici, c'est 3 mois, c'est 6 mois, etc. Et ça, c'est des satisfactions. Et puis l'autre satisfaction, c'est quand je me promène dans les rues de Brazzaville, des personnes m'interpellent. Ah, vous êtes le docteur Makumbu, oui. Ah, mais il y a quelques années, vous m'avez opéré, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il y a mon enfant que vous avez opéré alors qu'il n'avait que 3 mois. Là, il est devenu un grand gaillard. Bon, je ne me souvenais plus. C'est un garçon que j'avais opéré, un bébé que j'avais opéré en 77 d'une volumineuse hernie inguinalo-scrotale. Mais je ne m'en souvenais pas. Mais ça fait plaisir. Ce genre de reconnaissance, de considération n'ont pas de prix. Et du coup, je ne regrette pas trop. Non, je ne regrette pas. Par contre, souvent, je suis fâché un peu comme contre vous. Oui, on vous a formé que vous êtes parti travailler ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on gagne mieux sa vie ici qu'au Congo, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un choix et c'est un choix que je ne regrette pas. Et puis quand je me promène dans Brazzaville, Général Makumbu, on me cède la place, asseyez-vous sur la queue à la banque. Bon, ça n'a pas de prix. C'est vrai que je n'ai pas gagné beaucoup d'argent et je dis toujours aux gens que j'ai gagné quand j'étais interne dans un hôpital français pour préparer mon diplôme de chirurgie. Ce que je gagnais par mois, je ne l'ai jamais gagné même au grade de général. Nous sommes en 75, mais je regrette parce que l'argent n'est pas tout dans la vie. Il y a d'autres satisfactions morales. Il comble un petit peu le manque à gagner sur le plan financier. Merci, merci, mon général. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour l'entretien que vous venez de bien vouloir nous offrir? Ben, disons que le mot de la fin, c'est surtout adressé aux médecins congolais de la diaspora qui sont à travers le monde, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Canada, etc. C'est peut-être mettre vos compétences à la disposition de vos collègues laissés au Congo, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez, Radio Trottoir dit que le niveau n'est pas bon, mais ces personnes, ces médecins, vous pouvez les inviter dans vos services, venir passer un mois, regarder comment vous fonctionnez, ou alors prendre 1 ou 2 mois sabbatiques, aller sur place à Brazzaville, former des jeunes. Moi, par exemple, la cellule, je n'ai jamais appris. Mais maintenant, en Europe, en France, c'est la cellule-chirurgie qui permet de faire la chirurgie ambulatoire et qui permet au malade le lendemain matin de rentrer chez lui, même dans l'après-midi, de rentrer chez lui. Ça, vous pouvez faire, vous organiser. Je sais qu'il y a quelques années, la diaspora, les médecins de la diaspora avaient essayé de faire quelque chose, mais il ne faut pas politiser ce genre de mission. Il faut les rendre, il faut qu'elles soient purement médicales. Voilà un peu le mot que je voulais, mon dernier mot, c'est de vous demander que vous mobilisiez pour aller relancer un petit peu la médecine, la santé au Congo, ou alors recevoir dans vos services des médecins, des Congolais, pour 1 mois, 2 mois, qu'ils apprennent des nouvelles techniques de réanimation, de chirurgie, de médecine interne, de cardiologie, par exemple. C'est important. Et vous feriez œuvre utile pour votre pays, pour notre pays. Merci, merci, professeur. Vous savez, en médecine, c'est un peu comme dans l'armée. Je dirais donc à vos ordres, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous remercions notre invité, le professeur Makumbu. Mais avant d'arrêter l'émission, je voulais m'adresser à lui spécialement. Monsieur et cher maître, votre remarquable humilité fait de vous un grand homme. Un médecin apprécié de ses patients, de ses étudiants
et de ses collègues. Vous avez été et vous êtes encore un soldat au service de votre pays. Votre parcours professionnel, particulièrement riche, tant ses intérêts étaient variés, ont inspiré de nombreux étudiants devenus aujourd'hui vos collègues. Soyez en leur nom, au nom de Teler TV et à mon nom propre, spécialement honoré de cette exemplarité exceptionnelle. J'ai dit. Merci. À nos chers internautes, encore une fois, merci pour votre fidélité. On se retrouve à la prochaine émission, mais entre-temps, prenez soin de vous. Au revoir.